Atlantique Soir. Shaib Hamadi. Et on entame la seconde partie d'Atlantique Soir consacrée à la thématique littéraire dans l'ère du temps, conformément à la tenue du Salon international de l'édition et du livre jusqu'à dimanche prochain à Rabat. Magnifique succès s'il en est, puisque ces dernières 48 heures ont vu l'affluence de plus de 24 000 personnes et parmi elles on a pu remarquer au détour d'un stand abondamment fourni Reda Lemrini, non pas en tant que visiteur mais comme écrivain romancier. Ce natif de Marrakech, ingénieur juriste de formation, a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de conseiller économique près de l'ambassade du Maroc au Canada. Ensuite, il se dédie à la cause des démunis et préside la Fédération du microcrédit. Expert de la Banque mondiale, il est sollicité auprès du Conseil consultatif des droits de l'homme en 2007. Très inspiré, il découvre enfin sa voix, la voix de l'écriture, et il publie coup sur coup romans et essais. En voici quelques titres. Le Maroc de nos enfants, Les puissants de Casablanca, puis Les rapaces de Casablanca, Le temps des impunis, Y a-t-il un avenir au Maroc, me demanda Yasmina, L'université marocaine autrement, Les chevaliers de l'infortune, Le monde n'est pas facile à croquer dans une chronique, et enfin, sa dernière et ultime œuvre est celle-ci, Tant que je peux te dire je t'aime, publiée aux éditions Afrique-Orient. Bonsoir, Reda Lemrini. Bonsoir, Shaib. Merci d'être là. Ce qui est déjà épatant dans votre livre, dans ce livre, avant même d'en entamer la lecture, c'est sa couverture. Décrivez-la nous. Elle est tirée d'une pochette de disque légendaire, véritable icône mondiale. Tout à fait. Bon, tout d'abord, merci beaucoup, Shaib. Non seulement je suis content de retrouver Atlantique Radio, mais je suis content de te retrouver toi, personnellement. La couverture, c'est la première chose, évidemment, qu'un futur lecteur voit d'un ouvrage. Absolument. Et elle peut jouer un rôle dans l'attraction de ce lecteur ou cette lectrice vers la lecture de l'ouvrage. Bon, en vérité, quand j'étais sur le point de le publier, j'avais une autre couverture en tête. Et je travaillais entre mon éditeur et moi, en interne. Et puis un jour, mon éditeur, il a eu cette idée de me dire, ta couverture, c'est pas celle-là. Voici ce que je te propose. Et j'ai sauté dessus. Alors, il a proposé quoi? Décrivez-nous cette couverture, parce que là, si c'était à la télé, je l'aurais montré. Oui, c'est cette photo des Beatles qui figure sur leur album Abbey Road, où les 4 garçons dont le vent traversent la rue dans un passage pour piétons. Oui, l'histoire nous dit d'ailleurs qu'ils allaient enregistrer justement cette chanson-là. Voilà. Et je peux pas en dire plus parce qu'il faut lire le roman, sinon je vais déflorer l'histoire. Mais ça correspond parfaitement à la finale du roman. Et puis alors on a transgressé un peu parce que si vous remarquez bien, ils sont 4 les Beatles, oui. Mais dans la couverture, oui. Il y a un intrus, il y a un cinquième personnage. Tout de blanc, vêtu. Voilà. Ouais, le mystérieux. Mais en regardant bien, peut-être vous saurez de qui il s'agit. On verra. Pour ne pas déflorer le sujet comme vous dites. Non, tout à fait. Alors parlez-nous du personnage central de votre roman. Ryan, d'emblée, vous nous le présentez dans un premier temps comme un homme aux 1000 vies. C'est à se demander pourquoi. Pourquoi il est comme ça, très, très, très influent, déjà très exigeant vis-à-vis de lui-même. Bah écoutez, il est comme ça. Moi, je vais peut-être vous faire un aveu. Mes personnages, je ne dis pas ils vont être comme ceci ou comme ça là. Mes personnages, ils s'imposent à moi. Ils s'imposent d'eux-mêmes. Ils s'imposent à moi et ils m'imposent même ce que je dois écrire pour eux. Et je les suis dans leur pérégrination, dans leur cheminement dans la vie. Et donc, il est comme il est. Je ne fais que transcrire. Je n'ai absolument aucun, comment dirais-je, je suis pas le Deus ex machina qui dit ce personnage il doit être comme ça, il va faire ceci, il va faire cela. Ce sont eux qui décident. Et ça lui arrive, ce personnage, de changer le cours de sa vie en pleine écriture du roman? Vous m'amenez aussi là, vous parlez de la particularité de mon écriture. Maintenant que le roman est là, il est terminé. Une fois que vous l'aurez lu, vous allez trouver une histoire. J'espère qu'elle est bien construite, j'espère que tout se tient. Mais si vous m'avez posé la question, alors que j'étais encore en train d'écrire les premiers chapitres, est-ce que moi, en tant qu'auteur, je savais déjà ou j'anticipais quelle serait la fin? Je vous aurais répondu non, j'en savais rien. Vraiment? Ah oui.
Ouais. Alors, en tout cas, avant d'arriver à la fin, au commencement était la vie de Ryan avec Amelia, avec ses découvertes du New Age, comme on disait dans les années 60. Je cite son cri du cœur. Je t'ai aimé comme je n'ai aimé nulle femme avant toi. Je t'ai aimé comme je ne pense aimer nulle autre après toi. Et pourtant, il y a eu des émotions coupables, des coups de cœur, de corps en corps, encore et encore. Écoutez, c'est une histoire d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans l'amour? C'est pas. J'espère que les lecteurs et les lectrices ne trouveront pas que c'est une histoire à l'eau de rose. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que l'amour, il a plusieurs formes et l'amour, il a plusieurs objets. Et c'est pas forcément entre deux personnes de sexe opposé ou. J'ai essayé en fait de présenter à mon lectorat l'amour tel qu'il est ressenti à différents âges, dans différentes situations, entre différents personnages. C'est pas forcément la belle histoire d'amour entre un homme et une femme. Ouais, mais cet homme-là, c'est un écorché vif quand même. Il l'est. Voilà. Il est éprouvé par la vie et souvent il dit ce n'est pas nous qui décidons de notre vie, c'est la vie qui décide de nous. Oh, il se défausse un petit peu quand même, non? Écoutez, il est comme ça, lui. Il est comme ça. Alors justement, pour fuir cette vie, il éprouve une telle soif d'évasion. Casablanca, Marrakech, Ouarzazate, toujours plus loin encore, Kuala Lumpur en Malaisie, Moscou, Paris, Nairobi, Venise. Pour fuir quoi? Pour fuir qui? Camélia ou l'ombre de Ryan lui-même? Merci d'avoir posé la question. Ben oui, j'essaie de répondre. Ouais. Mais écoute, Chaïb, tes questions, elles sont, j'ai du mal à répondre. Je n'en sais absolument rien. Moi, je l'ai suivi le premier jour parce qu'il allait à Kuala Lumpur. Effectivement, il fuyait Casablanca et il fuyait les problèmes qu'il vivait à Casablanca. Et il pensait qu'à Kuala Lumpur, il allait peut-être trouver réponse à ses problèmes. Mais depuis, c'est un cheminement qui ne s'est pas arrêté. Il est arrivé justement à définir ces problèmes-là? Oh ben, il le savait. Ouais. Son problème premier, c'était sauver son couple. C'était ça son premier problème. Mais il croyait que c'était le seul. Mais en fait, la vie lui en a présenté bien d'autres après. Mais quelle est donc cette inaccessible étoile à laquelle le héros se tend aux quatre coins du monde? Il ne le sait pas, il le saura à la fin du roman. Elle se présenterait d'une manière quoi, comme un coup de théâtre ou au contraire comme une tragédie à la Racine? Je ne vous dirai rien. Je peux pas. Ouais. Je peux pas. C'est par respect à mes lecteurs qui l'ont pas encore lu. Alors à un moment donné, on a l'impression que le personnage a tendance à s'auto-flageller comme pour avoir accompli le péché originel. Il entame donc de longs voyages initiatiques à l'image d'un ermite éloigné de son monde, pour ne pas dire du monde. Il est constamment ballotté effectivement et ça lui permet, ça me permet et ça permettra au lecteur de voyager, de vivre. Et c'est là peut-être ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire vivre mes personnages qui sont forcément tous fictifs. Ils sont. C'est pas un autoportrait? Non. Sérieux? Non. Ah ben écoute, je te répondrai si tu me poses la question de façon plus précise. Mais en tout cas, les personnages sont fictifs. C'est pour ça que l'ouvrage porte le label de roman. Mais par contre, ils évoluent dans des situations historiques, réelles, chronologiquement datées, comme par exemple les événements de Paris, l'attaque du Bataclan, ou l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo, comme l'annexion de la Crimée, alors ce sont des événements historiques. À Nairobi, effectivement, c'était la visite de Barack Obama, donc le lecteur il va la vivre. À Kuala Lumpur et ainsi de suite. Et donc, si tu veux, je fais évoluer mes personnages dans des situations historiques, mais je les fais également évoluer dans des sites qui sont décrits avec grande précision. Par exemple, lorsque je dis qu'il rentre dans un restaurant et qu'il commande quelque chose, ce restaurant, on connaît son nom. Et si vous vérifiez sa carte, vous allez trouver effectivement que c'était ça le menu qui figure dans sa carte. Donc c'est une autobiographie, c'est bien ce que je disais. Non, mais c'est pas une autobiographie. D'ailleurs, je vais te surprendre peut-être. J'espère, j'en sais rien si je vais y arriver. Mais en ce moment, toi et moi, on discute. Ouais.
Tu n'en sais rien si tu vas pas te retrouver un jour dans un de mes romans futurs. Ben, ce serait donc une autobiographie. Non, ce sera pas une autobiographie, ce sera tout simplement une situation que moi j'ai enregistrée parce que je suis comme une éponge. Elle va rester quelque part dans un coin de ma mémoire et au moment d'écrire, elle va ressortir toute seule. Alors donc, on va dire une vie romancée. Je préfère. Voilà, d'accord. Je préfère. Au fil des pages, le personnage qui a tout pour être heureux, situation, femme, enfant, est pourtant perçu comme un écorché vif, on l'a dit il y a un instant, un homme en souffrance, désemparé face à de vieux démons, je dis bien ces vieux démons, SES, c'est-à-dire les siens. Il n'incombe la faute à personne d'autre que lui. Il essaie, et d'ailleurs c'est pour ça que dans une phase du roman, il se pose beaucoup de questions, il se remet en question et il reconnaît qu'il a des efforts à faire pour effectivement sauver son couple. Et il fait ça. Mais vous savez, nous avons tous nos faiblesses, nos contradictions. Est-ce qu'il a fait exactement ce qu'il fallait faire jusqu'au bout, ou est-ce il s'est arrêté à un moment donné parce que c'était le maximum de ce qu'il pouvait faire? Ce qui ne veut pas dire que le maximum réel, il l'a atteint. Ça veut dire simplement le maximum de ça, ce qu'il est capable lui d'accepter et de donner et de. Je sais pas. À un moment donné, effectivement, il arrive ce qu'il arrive parce que ça le dépasse. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le lecteur a cette image-là assez diffuse d'un cri du cœur à peine étouffé vers l'amour de toute une vie, puis les choses de la vie, les tentatives de survie après le paradis perdu. Oula. Écoute, je vais être franc avec toi. Moi, le roman, il m'étonne, ce roman. Ouais. Pourquoi il m'étonne? Parce que les réactions... Déjà parce qu'il est très inspiré. Les réactions que j'entends, dont les tiennes maintenant, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Il faut pas croire que l'auteur il a réponse à tout. C'est pas vrai. Alors moi je suis étonné de voir la réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se sont appropriés le texte et ils ont maintenant leur propre vision des personnages et leur propre évaluation des situations et donc effectivement leur jugement sur les personnages, comment ils évoluent, comment ils interagissent. Et moi, je ne suis qu'un spectateur dans ce cas-là. Je ne peux rien dire. Je ne suis pas en situation de défendre aucun de mes personnages, de le justifier. Ce sont à mes personnages de se débrouiller. D'ailleurs, ils ne m'appartiennent même plus. Le Ryan dont nous parlons maintenant tous les deux, toi et moi, il y a mon Ryan à moi, que j'ai décrit, mais il y a le Ryan que tu vois, toi, et qui n'est pas celui que moi j'ai décrit. Ah bon, à ce point? Ah ben forcément. Oui. Forcément. Il y a ton imagination. Tu le vois à ta manière, tu l'habilles à ta manière, tu le fais circuler à ta manière. Mais c'est voulu ça de la part de l'auteur, non? Non, c'est pas voulu. Ça, c'est la magie de l'écriture. Ouais. C'est la magie de l'écriture. L'écriture, en fait, elle donne juste comment dirais-je, le socle sur lequel va reposer l'imagination du lecteur pour que les personnages vivent une autre vie que celle que le lecteur a imaginée ou a anticipée. Alors écrire justement pour vous, c'est quoi? C'est une thérapie, une nécessité pour ne pas sombrer? Pour moi, c'est une nécessité. Ouais. Comme la lecture, les deux elles vont ensemble. Et pour vous dire à quel point la lecture elle a été importante dans ma vie, c'est que ce roman-là, qui est venu bien après tout ce que j'ai écrit, il y a 8 ans de différence, ou plus que ça, mais en tout cas lui il m'a demandé 8 ans d'écriture. Entre-temps, moi je lisais des auteurs et j'ai été influencé par mes lectures. Et donc ce que j'ai écrit, parce que j'ai aimé certains lecteurs, j'ai aimé leur façon de présenter les histoires, j'ai aimé comment ils montaient leur scénario, tout ça, j'ai adoré et c'est ce que j'ai voulu faire. J'espère y être arrivé. Il y a rien qui me rend plus joyeux que lorsque un lecteur ou une lectrice me dise « Ah, votre roman, je l'ai pas lâché depuis la première ligne jusqu'à la dernière. » Ça, c'est merveilleux. Tant mieux. Selon vous, quoi de plus simple que les mots pour soigner les mots MAUX? Je viens de lire dernièrement, je crois que c'est Guy de Maupassant, que parler, c'est pas que ça s'envole, c'est que lorsqu'on parle, finalement, on fait attention, bien sûr, on essaie de faire attention à ce qu'on dit,
mais pas autant que pas la même attention que lorsqu'on écrit. Lorsqu'on écrit, il y a une attention, une concentration incroyable parce que ce qui va sortir de votre plume, vous ne pouvez plus le retirer. Il est là et pour la vie. Donc faites très 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 attention. Alors les mots c'est quoi? Ça serait l'esprit et la parole, la mémoire, ou je sais pas, ou vice versa? Pardon? Alors les mots, oui. Quand c'est écrit, oui. C'est l'esprit. Et oui. quand c'est dit, c'est quoi? C'est la mémoire? Ou vice versa? Ouais. Tu me coinces. Là, tu me coinces parce que non, c'est très philosophique. Ouais. C'est vrai. Est-ce que peut-être dans nos subconscients, le verbe, l'oral, nous lui donnons finalement pas beaucoup d'importance. Et pourtant, au commencement était le verbe. Exact. Au commencement était le verbe. Mais alors, je vais te dire aussi, puisque tu as évoqué une expression liturgique. Tu ne trouves pas que c'est vrai que c'est à toi de poser les questions, mais je peux me permettre d'en poser. Allez, on va faire une exception. Mais tu ne trouves pas que c'est extraordinaire que, et là, dans le respect le plus total des convictions des uns et des autres, là on n'est pas en train de parler religion, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais dans les religions que nous connaissons, que nous y adhérions ou pas, le problème n'est pas là. Mais on parle de religion. Enfin, celles les plus importantes, celles qu'on connaît le plus, les monothéistes, elles ont toutes un livre. Tiens donc, le créateur a besoin d'écrire lui aussi? Ben oui. Le commencement était le verbe, on revient là-dessus. Reda Lemrini, écrivain romancier, invité d'Atlantique Soir dans le sillage du Salon international de l'édition et du livre. L'actualité du jour revient dans quelques secondes maintenant avec Zénab Alaoui et tout de suite donc le journal de 18h30 et on se retrouve ensuite. Atlantique Soir, Shaib Hamadi. Atlantique Soir, suite et fin de notre rendez-vous sur une touche littéraire comme nous le faisons désormais chaque jour à l'heure du 27e salon me semble-t-il, voilà, 27e salon international de l'édition et du livre en ce moment à Rabat. Une destination culturelle à ne surtout pas rater. Il faut y aller en ces lieux magiques de livres, de connaissances et d'écrivains à profusion. Vous aurez certainement l'occasion de rencontrer Reda Lemrini, à qui l'on doit l'ouvrage Tant que je peux te dire je t'aime, publié aux éditions Afrique-Orient. Au commencement était le verbe, disions-nous, il y a un instant. Qu'est-ce qui précède, Reda Lemrini, qu'est-ce qui précède le livre, le titre ou le contenu, l'écriture, l'histoire? Oh, quelle question. C'est vrai que pour tous les ouvrages que j'ai écrits, que vous avez cités tout à l'heure, ils sont au nombre de 8 à peu près, j'écrivais d'abord le texte de l'ouvrage. Sans vous soucier du titre? Je me souciais pas du titre. Et à la fin, souvent on me le trouvait, ou alors je le trouvais, et puis bon, en tout cas, il venait après. Et curieusement, pour cet ouvrage-là, justement, le titre est important dans un ouvrage. Ça fait, comme on a dit tout à l'heure, la couverture. Absolument, c'est une invitation. C'est une invitation, mais le titre aussi, ça peut être une invitation. On est là dans une librairie, on connaît pas l'ouvrage. Qu'est-ce qui nous attire? Ce que nous voyons. Qu'est-ce que nous voyons? La couverture, et nous lisons le titre. Donc, mais le titre, non seulement il est supposé attirer, mais il est également supposé comment dirais-je, réunir la quintessence du contenu de ce qu'il y a dans l'ouvrage. C'est pour ça qu'avant, j'écrivais, et puis j'essayais à ce moment-là de trouver ces quelques mots qui allaient refléter ce que j'ai écrit. C'est curieusement pour ce roman, le titre s'est imposé de lui-même. J'étais pratiquement au 2e chapitre, au 3e chapitre, et il s'est imposé. Comme ça. J'ai presque tendance à dire que il a conditionné l'évolution de l'histoire que je ne connaissais pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, je savais pas comment ça allait se terminer, mais tant que je peux te dire je t'aime, c'est quelque chose qui m'a orienté, qui m'a guidé, qui a guidé mes personnages. C'est le cri du cœur. Peut-être, sûrement même.
sûrement même. Qu'est-ce qui pousse un homme normalement constitué à écrire un livre? Est-ce que c'est le flux d'une inspiration difficile à maîtriser? Est-ce que c'est l'excitation de la page blanche à remplir? Est-ce que c'est le manque de sommeil à combler? Aucune de te... Je crois que vous alliez me dire un peu de tout, mon général. Non, je ne veux pas parler des autres. Moi, je ne peux parler que de moi. Ouais. Chacun, il a. Et là, je vais vous répondre par une anecdote, si tu le permets. On était à peu près 5 auteurs à une rencontre il y a longtemps. C'était à Tanger. Et il y avait une audience qui était là, qui allait écouter 5 auteurs, et autour du sujet, pourquoi est-ce qu'on écrit? Je crois que c'est ta question, autrement formulée. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Bon, le hasard de la distribution de la parole a fait que moi j'étais le dernier à prendre la parole, et donc j'ai écouté mes prédécesseurs, mes collègues, dire un peu qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les incite, comment pour écrire. Et quand j'ai eu la parole, je suis pas timide, c'est pas ça, mais j'aime pas trop parler de moi. Je trouve que notre vie n'intéresse pas les autres, c'est pas ça qui est important. Et du coup, devant une assistance qui était là, qui attendait que je leur dise pourquoi est-ce que j'écris, j'aurais dit vous permettez, je vous propose qu'on parle pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas. J'ai complètement inversé l'équation. Parce que je leur ai dit, je pars du postulat, que tout un chacun a quelque chose à dire. Tout un chacun a quelque chose à dire. Sauf qu'il y a quelques-uns qui s'organisent et l'écrivent. Mais grande majorité qui s'imaginent que écrire, il faut avoir un talent d'écrivain, il faut avoir c'est quand même un petit peu, non? Non, pas du tout. Je suis pas d'accord du tout. Moi, je pars de ce postulat. Tout un chacun a quelque chose à dire. Tout un chacun peut écrire. Bien sûr, il n'écrira pas un chef-d'œuvre du premier coup. Il y a du travail, c'est vrai. Il y a de la peine. C'est un ouvrage. D'ailleurs, on l'appelle un ouvrage. Il faut travailler, il faut trimer. Ça vient pas tout seul. Il n'y a pas de talent. Il n'y a pas d'écriture qui descend comme ça du ciel. Les lignes que vous êtes en train de lire dans mon roman, c'est pas les premières que j'ai écrites. Celles que j'ai écrites, elles sont parties. Pourquoi? Parce que je les travaille, je les retravaille, j'enlève, je charde. Donc, mais nous avons tous cette capacité d'écrire, sauf qu'il y en a qui s'organisent. Il y en a qui s'organisent, ils ont leurs contraintes, leurs difficultés. Enfin bref, de quoi justifier qu'ils n'écrivent pas. Mais moi, je pense que chacun peut écrire. Qu'est-ce qui fait un bon écrivain? Ceux qui l'écrivent ou ceux qui le lisent? C'est évident, ce sont ceux qui le lisent. Vous avez beau penser que vous êtes le meilleur écrivain du monde, si les gens ne sont pas d'accord, s'il n'est pas ce que vous écrivez, ça sert à rien. Hein. Qu'est-ce qui fait le romancier, l'écrivain véritablement? Voilà, quelle est cette flamme qui pourrait un jour, pourquoi pas, je sais pas moi, au niveau peut-être du roman à grande échelle, au niveau de la production, qu'est-ce qui ferait ce romancier qu'est-ce qui ferait la différence de ce romancier par rapport aux autres? Quel est le déclic? Le style, oui, le style, l'histoire, la personnalité. Moi, je pense que parce qu'en général, quand on parle de romancier, on parle toujours du style quelque part. On dit la patte de. Ah ben oui, ouais. Ben oui. En fait, c'est pas le style, c'est pas la façon d'écrire, c'est ce que vous suscitez chez le lecteur. Peu importe, chacun il écrit à sa manière. Si par votre écriture vous arrivez à stimuler l'imagination du lecteur, qu'il a envie de voyager avec vous, que ce que vous lui proposez, ça l'accroche, que lorsqu'il arrive à la fin du chapitre, il a qu'une hâte, c'est de tout de suite lire le suivant. Vous êtes un bon romancier. Le style fait l'homme, donc... Non, c'est un ensemble. C'est pas que le style. Il y a le style, il y a l'histoire, il y a les rebondissements, il y a l'imagination. J'ai lu Et si on a l'histoire, les rebondissements et qu'on n'a pas de style pour raconter ça. Le style, ça peut venir après. Ouais. C'est du travail. Le style, ça vient. C'est pas un problème. Et puis, il y a autre chose qui peut aider beaucoup. Il faut lire les autres. Oui. Faut lire les autres. Sans pour autant les copier. Ah ben, écoutez, si vous faites du plagiat, Non, je veux dire dans le style.
Vous pouvez, pourquoi pas. Ouais. Mais de toute façon, vous ne ressortirez jamais ce qu'ils ont écrit. Mais ça va vous influencer. Moi, je peux vous dire que j'ai été très influencé par certains auteurs. Lequel, par exemple? Musso. Ah, oui. Moi j'adore Musso, j'adore bon, mais évidemment, c'est pas pareil. C'est pas. Ces gens-là travaillent dans des conditions qui sont pas les nôtres. Nous, on est des forçats de l'écriture. On est seuls. On est dans notre monde. Je sais pas. Moi, je vis maintenant sur mon Bosnierka. Je suis dans mon petit monde avec les gens de la campagne. Alors que d'autres auteurs, ils ont pratiquement j'ai presque envie de toute une usine qui travaille pour eux en termes de réunions d'information, de citations, de choses, de gens qui les lisent, des gens qui bref, c'est autre chose, c'est une autre échelle. Vous avez évoqué tout à l'heure donc les écrivains d'autrefois, notamment un en particulier dont vous appréciez le style. Autrefois, c'est vrai qu'ils écrivaient parce qu'ils donnaient aussi le meilleur d'eux-mêmes, sans aucune raison pécuniaire ni rien. D'où je me pose la question, est-ce que aujourd'hui, dans un pays comme le Maroc, est-ce que ce métier d'écrivain nourrit son homme? Je vais vous répondre de manière très très claire et très pragmatique et très concrète. Prenons un ouvrage qui coûte, mettons, 100 dirhams. D'accord? Grosso modo, un auteur, il touche ses droits d'auteur, c'est 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il touche 10 dirhams. Un ouvrage au Maroc, il se vend à combien? Et je parle d'un best-seller, je parle de quel... 1000, 2000... On parle de 3000 titres par an. 3000, pas par an. Non, pas par an. L'édition, ça y est, c'est ce qu'on a édité, c'est ce qui part. Bon, une fois j'ai dit ça à une libraire d'Avignon, je dis madame, chez nous, le meilleur des ouvrages, ça dépasse pas 2000, 3000. Elle m'a dit mais nous aussi monsieur, en France c'est pareil. Bon, il y a certains, on parle de 400 000, on parle de chiffres comme ça. Musso, c'est pratiquement des centaines de mille. Oui, mais c'est pas pareil. Il y a toute une machine derrière. Il est pas seul. Nous, on est seuls ici. Nos éditeurs, ils font ce qu'ils peuvent, et nous, on bouge avec. Alors, donc, disons que nous avons vendu 2000 en 3 ans peut-être, pas en une journée. En 3 ans, 2000 à 10 dirhams. Ça fait combien? Ça fait 20 000 dirhams. Vous gagnez 20 000 dirhams en 2 ou 3 ans. Vous allez vivre avec ça? Non. Ça nourrit pas son homme. Donc ça ne nourrit pas son homme. Mais par contre, spirituellement et culturellement et intellectuellement, mon Dieu, quel bonheur. Alors justement, on voit on a évoqué tout à l'heure, pour ouvrir pratiquement cette discussion, on a parlé de ces personnages célèbres qui traversent ce passage piéton, ce fameux passage piéton dont s'en rappelait une photo de pochette de disque mondialement connue, celle des Beatles, 4 garçons dans le vent, disiez-vous tout à l'heure. Voilà, parlez-nous exactement de ce souci du détail chez vous. Tout simplement parce que notre personnage, Ryan, dont on a parlé tout à l'heure, c'était un hippie dans sa jeunesse. Et d'ailleurs son fils lui dit. On entend la sonorité d'ailleurs actuellement de ce disque. Voilà. Et son fils lui dit, papa, dans les années 2000, tu continues à être un hippie. Tu es un hippie attardé. Voilà, c'est tout. Et donc c'est cette époque ce que j'appelle moi la douce parenthèse, la belle parenthèse des Sweet 60s. Elle est extraordinaire. On n'en a jamais vécu comme ça. On n'en vivra pas comme ça. Parce que c'était Make Love, Not War. C'était la décennie de l'amour. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Je pense. Et vous resterez toujours un éternel personnage attaché au passé. Tu parles de Ryan? Non, je parle de vous là. Ah, moi c'est pas pareil. Moi je parle de Ryan. J'essaye de vous piéger. J'essaie de trouver une similitude entre vous et votre personnage. Moi je ne suis qu'un romancier. D'accord. Reda Mrini, écrivain, romancier. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Tant que je peux te dire je t'aime, publié aux éditions Afrique Orient. Encore une fois, merci Reda Mrini. Merci beaucoup. Place à Kamel Sall pour